Et si votre passion du vélo prenait une nouvelle dimension? Rejoindre la Fédération française de cyclotourisme FF Vélo, c'est bien plus que rouler à vélo. C'est partager des sorties conviviales, c'est progresser grâce aux conseils des plus expérimentés, c'est transmettre aux plus jeunes qui souhaitent se développer. Mais c'est aussi et surtout profiter de milliers d'événements. Adhérer à la Fédération française de cyclotourisme FF Vélo, c'est aussi bénéficier de nombreux avantages de formation dans un cadre qui donne encore plus de sens à chaque coup de pédale. Alors, êtes-vous prêt à trouver un club? Pour cela, je vous invite à aller sur le site ffvélo.fr et rejoindre la grande communauté des cyclotouristes. FF Vélo, le vélo ensemble. Salut à toutes et à tous. Bienvenue dans Tous en selle, le podcast qui te donne envie d'enfiler un casque et de partir seul ou à plusieurs à l'aventure. Ici, pas de chichi, pas de filtre, on parle vrai, on parle passion, on parle kilomètres. Des kilomètres qui font vibrer, mécanique, mais aussi un partage d'expérience. Que tu sois cycliste du dimanche, compétiteur, ultra-cycliste, vélo-taffeur ou tout simplement passionné du vélo et du deux roues, tu es au bon endroit. Alors, installe-toi, respire profondément et prépare-toi à embarquer. Ici, on roule ensemble et on roule loin. C'est parti, toutes et tous en selle. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Tous en selle. Aujourd'hui, c'est un peu particulier parce que je vais vous emmener dans un univers du cyclisme vers lequel on n'est jamais allé, qu'est la piste. Et pour ça, je reçois un champion qui est Melvin. Salut Melvin. Salut. Je suis très heureux de te rencontrer. Merci beaucoup pour l'invitation déjà. Merci d'avoir fait l'effort de venir à Lyon, parce que t'es pas sur Lyon, mais t'es c'est un plaisir. Toujours un plaisir de venir à Lyon. Ouais. Supporter lyonnais, c'est ce que tu m'as dit juste avant qu'on ouvre les micros. Donc, bienvenue à Lyon. Merci de prendre du temps pour nous, dans, j'imagine, un emploi du temps très chargé. La première question que je vais te poser, Melvin, avant qu'on rentre dans l'univers justement et qu'on découvre les coulisses de la piste, c'est de te présenter pour le public, les auditrices et les auditeurs de Tous en selle. Alors, je m'appelle Landerneau Melvin, j'ai 28 ans, je pratique le cyclisme sur piste, un peu sur route aussi, mais je suis surtout un pistard. Je suis originaire de la Martinique, je suis né au Lamentin, j'ai grandi en région parisienne, j'ai commencé le vélo en métropole à l'âge de 8 ans, donc ça fait 20 ans maintenant que je fais du vélo. Et voilà, et en ce moment, je me prépare avec un objectif, avec un très gros objectif, qui est les Jeux de Los Angeles en 2028. C'est génial de pouvoir dire ça une fois dans sa vie. Je prépare les Jeux Olympiques et en plus Los Angeles. Ça va être grandiose. Tu vas nous expliquer tout ça justement. Est-ce que moi j'ai lu bien évidemment ton profil, j'ai préparé cet épisode et est-ce que c'est le cyclisme qui t'amène en métropole? Ou est-ce que c'est la vie de famille, un déménagement qui t'a amené à vivre en France? Non, c'est pas du tout le vélo qui m'a amené en métropole, c'est mes parents. J'ai un grand frère et mes parents, ils voulaient qu'on ait un peu plus de possibilités d'avenir et d'options en grandissant. Du coup, on s'est installé très vite en région parisienne. Avec cette idée en tête que mes parents avaient de nous offrir un avenir meilleur, on va dire, même si de rester au pays, ça ne ferme pas toutes les portes, mais il y a quand même plus d'options en venant en métropole. Surtout il y a quelques années, c'était différent et je commence le vélo en métropole. À quel âge tu commences ta première licence? 8 ou 9 ans, je me souviens plus très bien. Mais j'avais la passion du vélo. Ça allait être ma question. C'était le grand frère qui t'a entraîné? C'était ton père, tes parents qui t'ont mis au vélo? Mon grand frère, il faisait déjà du vélo. Moi, j'étais inscrit au foot. Et j'ai été avec son club à l'époque, la JCC. C'était au Coudray-Monceau, dans l'Essonne. Et en Martinique, le vélo, c'est un sport vraiment hyper populaire. Il y a Tour, je crois. Il y a Tour de Martinique. Ouais, c'est ça, Tour de Martinique. Et c'est vraiment une ferveur très particulière. Et depuis petit, j'allais déjà voir les courses avec mes parents. Mes parents, ils sont fans de vélo. Donc c'était assez logique que je commence le vélo un jour, quoi. Et est-ce qu'il y avait, à ce moment-là, quand tu as 8-10 ans, tu commences avec les catégories inférieures, est-ce que tu as une idole? Est-ce que ton idole, ton sportif ou le cycliste qui vraiment te fait rêver, est-ce que c'est un pistard? Est-ce que c'est un Florian Rousseau, par exemple, ou est-ce que c'est un autre sportif, un footballeur Et c'est particulier parce que quand je commence le vélo, moi je connais vraiment rien au vélo et je
même pas passionné de vélo quand je le commence. C'est C'est vraiment. Enfin, je suis passionné de faire du vélo, mais pas de le regarder ou de m'intéresser à qui sont les champions. Quels sont les champions. C'est ça. C'est différent du foot où le foot, j'aimais beaucoup faire du foot et j'ai plein d'idoles dans le foot. Je connais vraiment pas mal de footballeurs à ce moment-là. Et la passion s'est développée au fur et à mesure. Et oui, mes premiers idoles dans le vélo, quand je commence vraiment à m'y intéresser, le tout premier, je pense que c'est Mark Cavendish. Parce que c'était un sprinter et j'aimais. Ouais, c'est ça. Et à l'époque, les sprinters, ils avaient aujourd'hui, c'est un peu différent, mais à l'époque, les sprinters, c'était vraiment classe et c'était cool. Cipollini a lancé un peu ça avec ses tenues, ses premières tenues sur le Giro notamment. C'est vrai qu'il a cassé un peu les codes et c'est lui qui avait mis en place les trains également. C'est ça. Et c'était hyper. C'est lui qui a apporté les trains, donc c'était hyper stylé. Alors. C'était hyper stylé, mais c'était un peu monotone de regarder une étape du Tour d'Italie ou du Tour de France ou même du Tour d'Espagne parfois, où les trains se mettaient en place, en fait, cadenassaient la course. Et quand tu savais que tu avais une étape qui était plate, en fait, tu avais juste à te connecter aux 10 derniers kilomètres et tu avais vu le résumé de la... Mais c'était passionnant, les trains à l'époque, c'était passionnant à regarder. Génial, et du coup, j'aimais beaucoup ça. La piste, ça vient beaucoup plus tard. Et mon premier... la première personne, mon premier idole et la personne avec qui je me sens représenté et que je peux m'identifier, moi c'est Greg Boger. Ouais. C'est les jeux de 2012, je regarde les jeux de 2012 et je crois que c'est la première fois que je regarde une compétition sur piste et je vois Greg Boger et pour moi c'était facile de m'identifier à lui parce que étant antillais et c'était une évidence mais la piste ça vient plus tard quand même. Il y a quand même le sprint, parce que Cavendish se sprint, donc il y a quand même cette envie d'effort intense. Est-ce que tu as regardé son documentaire ? Et j'ai regardé, oui. Oui, j'ai regardé, hyper touchant, hyper tu vois les coulisses, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est dingue et franchement, quel champion. Tu vois les coulisses où, à un moment donné, pas grand monde lui fait confiance, en tout cas dans son équipe, quand il était chez Data Science, je ne sais plus quel nom de l'équipe, mais tu vois que c'était pas si simple. En tout cas, le choix du directeur sportif de pas forcément lui faire confiance, mais il revient. Et moi, j'étais devant ma télé quand il gagne sa dernière étape du Tour, mais aussi Alors déjà, je trouve ça génial qu'il ait pu marquer l'histoire comme ça, parce que c'est un grand champion. Mais aussi, j'ai adoré au Tour d'Italie. Quand il gagne la dernière étape, je crois, et que c'est Gerrans qui l'emmène. Qui est d'une autre équipe, autre équipe, qui est dans l'équipe Ineos, et qui l'emmène pour qu'il gagne le sprint. Je me souviens de ça, j'ai regardé cette étape aussi. La classe. Ouais, ça c'était dingue. Moi là, j'ai dit la classe. Et je pense c'est un champion qui est respecté, je pense, dans tout peloton et qui a marqué, je pense, plusieurs générations. Ça fait plaisir à tout le monde de le voir, même sa dernière victoire au Tour pour le record, je pense que ça fait plaisir à franchement, et tu sens qu'il est apprécié dans le peloton qu'un autre coureur, alors de la même nationalité, ils ont déjà fait des épreuves sur piste ensemble, ils ont été champions du monde, je crois même, donc c'est très très cool, mais de faire ce geste-là avec la pression des sponsors que les pros peuvent avoir aujourd'hui, que deux coureurs de même nationalité, mais d'équipes concurrentes s'entraident pour aller faire gagner. Moi, j'ai trouvé que c'était la classe de la part. À ce moment-là, Geraint Thomas avec son statut, avec son statut, je pense qu'il peut un peu faire. À ce moment-là, faire un peu ce qu'il veut. Personne va lui dire grand-chose, quoi. Mais en tout cas, il était apprécié dans le peloton. Revenons à ton parcours, Melvin. C'est à quel moment la piste vraiment arrive ? Parce que la piste est un sport très particulier, avec le Vélodrome de Saint-Quentin, donc en région parisienne, donc assez. J'allais dire, en tout cas, facile d'accès pour toi. Mais à quel moment la piste rentre dans ton parcours de vie, mais aussi à quel moment il y a une décision de dire, bon, là, j'axe sur la piste. Parce qu'on le sait, tu parles de Greg Boger, même s'ils font un petit peu de route à côté, ils se concentrent quand même sur la piste. Donc, comment la piste est arrivée dans ta vie ? La piste, moi, elle arrive, elle était beaucoup moins accessible à l'époque, parce que déjà, il n'y avait pas Saint-Quentin, il n'y avait pas les vélodromes de Bourges, Roubaix, ni Loudéac, ni tous les vélodromes couverts qu'il y a maintenant. Et il y avait, c'était l'INSEP, en couvert, il y avait l'INSEP, Bordeaux. Petit vélodrome, l'INSEP, c'est ça, une petite piste, elle fait combien ? Et 166 mètres. Du coup, c'est pas une... c'est pas une un rond, quoi. Ouais, c'est ça. Et j'ai commencé là-bas, moi. La première fois que je roule avec un vélo de piste, c'est à l'INSEP. L'âge exact, je ne saurais pas dire, mais je pense 13-14 ans peut-être.
Et la première fois que je roule avec un vélo de piste, on me dit tiens le vélo Et c'est à l'INSEP ? Et ouais, c'était à l'INSEP et monte. Mais comment tu arrives à l'INSEP ? Parce que quand on va à l'INSEP, c'est généralement qu'on a détecté des... Oui, et quand on est en région parisienne, en fait, les clubs, tous les mercredis, il y avait des créneaux du comité qui étaient ouverts au club. Du coup, on pouvait s'inscrire et y aller. Mais avant ça, j'ai fait le mercredi populaire à la Cipale. Ça, c'est un vélo de route. Du coup, tous les mercredis, j'allais à la Cipale et c'était des compétitions. C'était un vélodrome en dur, en béton ouvert, à ciel ouvert. 500 mètres, mais t'as un vélodrome, mais ça ressemble plus à de la route parce que 500 mètres, vélo de route, c'est tout plat en fait. Il n'y a pas vraiment de contraintes. Il y a les virages qui sont un peu relevés, mais ça va. Et du coup, l'INSEP, c'est l'opposé. Ouais, l'INSEP, ça n'a rien à voir. C'est juste à côté, mais ça n'a rien à voir. Et après ça, mon éducateur de l'époque, Patrice Lerus, j'étais au club de l'US 97, le club de Villeneuve-Saint-Georges. Et il me met sur la piste. Il me laisse pas trop le choix parce que c'était l'hiver. Et du coup, en vrai, l'hiver d'être à l'intérieur au chaud, c'est quand même cool pour faire des intensités. Et pignon fixe ? Ouais, pignon fixe. Donc tu découvres aussi peut-être. Ouais, je découvre tout, sans les freins, pignon fixe et l'INSEP. On me jette dans ça et. Une chute ou pas ? Non, au début, non. Enfin, j'étais tellement peureux que je faisais vraiment attention. Il y a eu des chutes par la suite, mais. Oui, mais pas lié au pignon fixe, pas lié, voilà. Je faisais vraiment attention. Et c'est particulier parce que j'aimais pas ça au début. J'aimais pas ça parce que ça fait peur au début. Ça va vite, ouais. Et commencer à l'INSEP, maintenant les jeunes quand ils commencent, les vélodromes sont un peu plus simple à commencer, on va dire. Et ils ont des initiations qui sont bien avec des éducateurs qui leur montrent. On les lance pas comme toi, tiens, bien monter prends le vélo et vas-y. Là, c'était vas-y, prends le vélo. Et là, faut rouler les uns derrière les autres, faire des relais et tout. Donc c'était particulier. À chaque fois, j'y allais à reculons et sauf que j'avais pas trop le choix. Mon père, il était beaucoup investi dans ça, donc il m'emmenait. J'habitais à cette époque-là en Seine-et-Marne. Et du coup, dans le bois de Vincennes, tous les mercredis après les cours. Donc en vrai, il fallait que je m'y implique aussi. Et petit à petit, d'année. Tu tournais à Vincennes dans le triangle ? Et il y a le polygone aussi, oui, juste à côté. Ouais, juste à côté, il y a sur route, il y a le polygone où tous les cyclistes parisiens connaissent un peu le polygone. Il y a le polygone et Rungis, je pense que tous les Parisiens, on a beaucoup tourné là-bas. Et petit à petit, je fais des courses. Il y a des courses même l'hiver. Il y a des courses quand on est jeune et après on va plus sur l'extérieur. Quand les beaux jours arrivent, c'est Aulnay, Saint-Denis. C'est des pistes plus accessibles du coup pour débuter parce qu'elles sont plus grandes. Et voilà, moi je commence la piste comme ça. Au début, c'est pas du sprint, on touche un peu à tout, touche un peu à tout. Il y a un peu d'endurance, un peu de sprint. Moi, j'avais déjà vite au sprint de base sur route, donc c'est pour ça que Patrice à l'époque il a voulu que je fasse de la piste. On va tester. Ouais, parce que c'est une discipline où il faut beaucoup de vélocité, d'explosivité. Il s'est dit c'est nickel pour lui. Mais il y avait ce truc d'appréhender la piste. Ça a pris du temps, mais ça finit par. Tu parlais d'INSEP, je pense à Mathilde Gros que j'ai reçu sur le podcast, mais sur Ultra Talk, il y a peut-être 5 ans déjà, qui nous expliquait que ses premiers tours de piste à l'INSEP, c'était un fiasco total. C'était la première fois qu'elle prenait un vélo de piste, qu'elle tournait. Elle avait été sélectionnée sur des watts. Tout le monde connaît son histoire maintenant. Elle avait commencé le vélo en plus. Du coup, exactement. Elle était basketteuse. Ouais, plein de nouvelles informations. Et je me souviens parce qu'on est rentré à l'INSEP la même année. En 2014, septembre 2014, on est rentré à l'INSEP ensemble. Et du coup, je la voyais un peu dans ses galères au quotidien, mais elle s'en est bien sortie. Et alors, à quel moment il y a le déclic où là, tu t'es dit, allez, je tiens un truc avec la piste? Ça vient en 2013. Je suis cadet 2 à l'époque. Je fais mes premiers championnats de France sur piste. Cette année-là était assez particulière parce que j'en avais justement, j'étais en mode le vélo, je suis pas sûr je suis pas sûr que ce soit ce que je vais faire. En plus là c'est l'été, il fait beau. J'ai envie d'aller avec les copains, j'ai envie d'aller jouer au foot, j'ai envie d'aller profiter et tout. Je suis pas sûr, mais je suis sélectionné pour les championnats de France avec le comité d'Île-de-France. Du coup, c'était là, il y a tous les entraînements à faire. Il y a toujours été un comité qui a quand même
sorti toujours des grands champions quand même. Ouais, on était en piste. Hein. Ouais, vu qu'il y avait des éducateurs aussi qui s'impliquaient beaucoup, et c'est une grande région avec du coup un niveau vraiment élevé, donc on se pousse un peu tous vers le haut. Et cet été-là, il fallait s'entraîner du coup pour les championnats de France. Oui, c'est mieux, c'est mieux. Ouais, et j'étais sélectionné en sprint pour faire la vitesse individuelle au début. Ça aussi, ce qu'il faut savoir pour les auditrices et les auditeurs du podcast Tous en Selle, hein, qui suivent la piste forcément, mais généralement que les grands championnats à la télé. Si vous suivez vraiment la piste, vous connaissez les différentes catégories, mais en piste, il y a effectivement le sprint, l'endurance. Alors l'endurance sur la piste, c'est pas 5 heures de... Voilà, c'est un peu plus que le kilomètre. Mais voilà, il y a différentes catégories et chaque cycliste membre de l'équipe de France de piste comme Melvin a une spécialité. C'est pour ça que c'est important de travailler en fonction des filières. C'est ça. Et les entraînements, ils sont... Il y a l'INSEP au début et ensuite on bascule à Saint-Denis ou Aulnay, je me souviens plus trop. Mais moi, je veux esquiver déjà parce qu'il faut que j'y aille... c'est l'été, il faut que j'y aille en transport. Je dois partir de 77 RERD pour aller jusque là-bas. Ouais, c'est une galère de fou, j'ai pas envie et tout ça. Et Patrice, du coup, l'éducateur, il vient me chercher chez moi. Pour être sûr, pour être sûr que j'y aille. Pour être sûr que j'y aille, parce que pour lui, il est persuadé que ça va le faire et que c'est bon. Et moi, j'avais pas envie, je vais arrêter. Il me dit, ouais, bon, tu fais tout, enfin, tu fais la préparation, tu fais le championnat. Et après, si tu veux aller faire ce que tu veux, tu vas faire ce que tu veux. Donc, il a fait un deal avec toi, en fait. En disant, moi, qui n'était pas motivé, par contre, on le fait 100% et après on en parle. C'est ça, et du coup j'y vais, pas trop convaincu, je fais des trucs bien mais sans plus, du coup je suis vraiment sélectionné pour y aller en vitesse individuelle. Et après, il y a la vitesse par équipe, c'est la discipline où on est 3. Et au championnat de France, la particularité, c'est que il faut mettre un cadet en démarreur, du coup en poste 1 qui fait un tour et s'écarte. Ensuite, il y a 2 juniors. Le junior, il est en relayeur, il fait un tour et s'écarte, et le junior, il finit. Alors, ça représente combien de tours de piste ? C'est 3 tours, okay. 750 mètres, sur une 250 mètres. Donc chacun fait un tour c'est ça, à bloc, sachant que le troisième fait 3 tours, lui. Enfin bref, c'est ça. Et du coup, on met le plus jeune au début, et après on met les 2 juniors. Et ils testent plein de personnes à ce moment-là et tout ça. Et ils testent des juniors parce qu'en fait, ils testent pas de cadets. Moi, j'étais cadet. Ils avaient déjà un cadet démarreur et il fallait le relayeur. Et ils avaient déjà le junior finisseur qui était en équipe de France à l'époque. Et Patrice, il leur glisse un peu. Oui, Melvin, il peut essayer si vous voulez et tout. Et j'essaye du coup le relayeur. Et je fais un bon chrono et ils disent c'est bon, on va le mettre, sachant que cette année-là il y avait pas, maintenant ça se fait un peu plus je crois, mais c'était toujours un cadet et 2 juniors. Et moi j'étais cadet et du coup on avait 2 cadets et un junior et du coup j'y suis allé comme ça. Du coup j'y vais, c'était hier au vélodrome à Costebel à côté de Toulon. Ouais, exact. Trop bien le vélodrome. Vélodrome ouvert. Hein. Ouais, c'est ça, semi couvert. La piste elle est couverte un peu et à chaque fois qu'on va là-bas, c'est un plaisir. Il fait toujours beau et l'ambiance elle est particulière. Et qui est pas en béton, qui est en bois, je crois. Ouais, c'est ça. Elle est en bois. C'est ça. Hein. Ouais. Elle est en bois et je vais là-bas, ça se passe bien. Je finis champion de France de vitesse individuelle. Voilà, c'était l'histoire de Melvin qui termine champion de France alors qu'il voulait pas aller s'entraîner et qu'il préférait aller jouer au foot. Et là, ça a été le. Et surtout aussi sur la vitesse par équipe. On était la seule équipe avec 2 cadets et un junior. On termine champion de France de vitesse par équipe. Donc c'était un championnat qui s'est vraiment bien passé pour moi. Et que te dit ton entraîneur à l'issue de la négociation ou pas ? Et du coup, il y a même pas eu de sujet. En vrai, c'était logique de continuer et de me dire en vrai sur piste j'ai peut-être quelque chose à faire parce que sur route franchement je me voyais pas aller faire des 5-6 heures ça nécessite du temps de vélo et tout. Franchement ça m'intéressait pas à ce moment-là, ça m'intéressait vraiment pas. Non, mais surtout comme tu l'as dit, ce qui est intéressant dans ton parcours et c'est ce qui ressort souvent en fait des champions, c'est que vous avez un truc en plus. C'est-à-dire que toi ce qui t'intéresse, ce qui te fait kiffer, c'est le foot en fait. Mais en fait, non, toi, là où on te dit, non, va, fais du vélo, tu vas devenir champion, en fait. Je trouve ça drôle. Ouais, toi, t'as pas de poster dans ta chambre de cycliste. C'est du foot, quoi. Ouais, à cette époque-là, c'était foot. Je regardais vraiment tout le temps le foot. Et même là, je commençais vraiment je faisais beaucoup de vélo. Je regardais quelques courses de vélo, mais sans plus. Même aujourd'hui, en vrai, je regarde quand même de plus en plus de vélo. Mais le foot, ça reste... Je vais quand même te demander, c'est ton club, c'est lequel ? Ah, c'est Lyon. Et voilà. Lyon, j'en ai 2, j'ai Lyon et Arsenal.
les deux. Et ouais, ça me passionne vraiment. Mais le sport en général me passionne vraiment beaucoup. Je pense que j'aurais voulu faire du sport de ma vie, quoi qu'il arrive, parce que j'aime vraiment faire tous les sports et ouais, j'aime vraiment ça quand je suis en vacances et que du coup je suis en repos de vélo. Je suis obligé de faire Tu fais du sport. d'autres sports que j'ai pas l'occasion de faire pendant la saison parce que j'aime trop ça. Alors c'est vrai que là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit le déclic, comment le parcours d'un champion peut pivoter. Et là, on voit le rôle de l'entraîneur qui, lui, détecte, fait confiance, arrive à trouver la motivation en toi motivation. C'est-à-dire qu'il a confiance, mais il va quand même te chercher devant chez toi pour te dire, allez, va t'entraîner, je sens qu'il y a un truc. Ça marche, tu deviens champion de France, tu l'as dit, très très jeune. Et derrière, ça veut dire que tu rentres en sport-études. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en piste, il y a quand même faut rentrer dans le staff France, qui te permet après de faire des grandes compétitions. C'est ça. Parce que ce qu'a pas dit Melvin dans sa présentation, c'est qu'il est quand même champion de France. Il a été champion de France cadet, mais il le sera encore plus grand. Il était champion d'Europe également. Donc on a quand même un champion au micro de tous en selle. Mais après ce titre de champion de France là, alors que tu es cadet, comment ça se structure pour toi pour arriver au statut de champion d'Europe? Eh bien, cette année-là, du coup, il y a les entraîneurs nationaux du pôle olympique de l'INSEP à l'époque qui viennent me voir, qui me disent, là, il y a le Saint-Quentin, ça venait d'ouvrir, de se construire le vélodrome. Du coup, les élites qui étaient à l'INSEP, ils allaient être à Saint-Quentin et l'INSEP, ça allait être juste un pôle jeune. Du coup, il me parle, il me dit l'année prochaine à l'INSEP, il faut qu'il recrute des jeunes pour la suite. Et est-ce que ça m'intéresserait? À ce moment-là, je voulais continuer à m'investir, mais doucement. Mais tu rêvais de quoi, toi, petit là? À cette période-là, tu rêvais de quoi? Tu rêvais d'un métier? Tu rêvais d'un pays? Qu'est-ce qui te faisait rêver? Et à ce moment-là, je rêvais je voulais faire du vélo. Je voulais faire du vélo et je voulais faire de la piste, mais j'étais encore jeune. Je trouvais que j'étais encore jeune et j'étais passé je suis pas sûr si je veux continuer en même pas 1 ou 2 mois à me proposer à faire ça, du bi-quotidien et tout ça. Donc, mais j'avais encore 1 an pour réfléchir, donc ça va, je restais chez moi 1 an de plus. Et tes parents, qu'est-ce qu'ils disaient? Parce que tu disais tout à l'heure que ton papa était très investi. Est-ce que te poussait à ce moment-là ou est-ce que tu disais c'est bon, t'as le temps, t'as encore mes 2 parents, ils étaient très très investis depuis que j'ai commencé le vélo, ils aiment beaucoup ça. Et mon père, lui, il voulait que je fasse de la route en vrai. Parce que il voulait que je fasse de la route, je voulais que je fasse le Tour de Martinique, il voulait que je fasse Sprinter sur route, il voulait au début, je pense qu'il voulait, même lui, il voulait pas trop que j'aille sur piste. Il était content, il était franchement content de mes titres et que ça marche pour moi, mais il aurait voulu, je pense, que je fasse les deux un peu. Mais est-ce que c'est possible de faire les deux? En étant pas difficile. sprint, non. En étant endurant, oui, mais en étant sprinter, non, c'est pas possible. Il y en a qui l'ont fait, mais il faut arrêter à un moment donné l'autre. On a encore des professionnels aujourd'hui qui sont en équipe de France. Je pense à Brian Cocard, je pense à Thomas, Benjamin Thomas, voilà, qui arrivent mais pas sur du sprint. Non, c'est tellement différent. Et en vrai, c'est pas du tout le même sport. C'est pas le même sport. En vrai, c'est vraiment différent. C'est comme en athlée, un coureur de 100, 200. C'est pas 10 000, quoi. Non, mais c'est ça. Carrément. C'est vraiment pas pareil. Et du coup, cette année en plus, se passe pas très bien pour moi parce que j'ai un peu des blessures. Je commence à avoir des gènes par-ci par-là, donc c'était pas top. Je retourne au championnat de France, je suis à nouveau sélectionné. Ça se passe pas hyper bien. Je crois que je fais une médaille dans une discipline et champion de France de vitesse par équipe. Donc c'était pas incroyable, mais ça va. Je suis sélectionné par l'équipe de France par contre pour aller au championnat d'Europe junior. Je suis junior première année. On fait une médaille de bronze en vitesse par équipe au championnat d'Europe. Et à la fin de cette année-là, du coup, on me dit maintenant il y a la rentrée. Est-ce que tu viens à l'INSEP et tout ça? Et j'ai dit ouais. Je rentre à l'INSEP en septembre 2014. Et je découvre ce monde-là. C'était vraiment incroyable. Cette année-là, c'était ma première année à l'INSEP. Elle était vraiment incroyable. J'étais avec du coup, il y a plein de jeunes qui sont comme toi,
qui ont un rythme de vie comme toi, qui sont chacun dans leur sport, Oui, tu rends compte des gros de- prospects et tout ça, et tu vas à l'école dans l'INSEP, tu dors à l'internat, tu manges avec eux, tu découvres d'autres choses, tu te fais des amis, et franchement, c'était incroyable. À l'INSEP, c'est vrai, quand tu es sportif, tu es passionné de sport et que tu as envie de vivre un jour de ça quand tu es jeune, ado, l'INSEP en France, c'est le pôle qui regroupe tous les Ouais, c'est espoirs du sport français. Alors moi, j'ai été une fois à l'INSEP. J'étais content, tu vois, parce que j'ai jamais été professionnel, mais l'INSEP a toujours été... c'est vrai qu'avant, tu l'as pas connu, mais avant, moi, je me rappelle, quand tu voulais faire sportif professionnel ou de très très haut niveau, déjà, tu avais une première étape parce que tu avais le service militaire qui était obligatoire avant, c'était le bataillon de Joinville. Déjà, si tu faisais du vélo et tu étais sélectionné au bataillon, déjà, tu pouvais te dire, waouh, j'ai un bon niveau. Puis après, c'est l'INSEP, tu vois. Et l'INSEP, moi, j'y suis allé une fois, ce qui n'a rien à voir avec le vélo. C'est dans le cadre de Koh-Lanta. J'étais sélectionné dans les 20. Et quand tu es sélectionné dans les 20 qui doivent partir, on t'envoie passer 2 jours à l'INSEP où tu sais ce que c'est. Tous les médecins, ils te font un scan corporel et tu sais combien pèse ton bras droit, combien pèse ton bras gauche, combien t'as de muscles. Le DEXA, ouais. Ah non, mais c'est incroyable. Ouais. Et malheureusement, c'est à ce moment-là à l'INSEP qu'on m'a découvert un asthme à l'effort. Ah, ok. Et que on m'a dit, t'étais dans les 20, mais finalement, on t'emmène pas. Ah ouais, depuis, je n'ai plus jamais regardé Koh-Lanta, tellement j'ai été frustré. Parce que j'étais prêt à partir, c'était 15 jours avant le début du tournage. Et donc, l'INSEP, j'ai connu 2 jours à l'intérieur où j'ai vu effectivement tous ces champions à la cantine. Donc, voilà, ça fait toujours rêver. Donc c'était la petite anecdote. Je regarde tous les ans Koh-Lanta et je pense que c'est l'un de mes rêves de le faire un jour. J'y ai cru. J'aime trop ça. Moi, je peux te dire, en vrai. Je peux te dire que j'y ai cru. 6 mois de sélection. 6 mois de sélection. Déjà, tu as des premiers entretiens téléphoniques. Alors, c'est très, très bien fait. Premiers entretiens téléphoniques, après entretien à Marseille. J'étais convoqué à Marseille, entretien comme on le fait là. Et puis ensuite, tu montes à Paris où tu as un entretien face caméra, où tu as la production qui est derrière les caméras, puis qui a tu as un écran télé, et puis ils regardent, tu vois, pour voir si tu passes bien la télé en même temps où ils te posent des questions. Okay. Et dans ce grand espace-là, tu sais qu'il y a d'autres candidats qui sont dans les pièces à côté, et tu as comme un chaperon qui est avec toi, et en fait, tu changes de pièce sans voir personne. Oui. C'est assez incroyable. Et une fois que tu es sélectionné, tu vas à l'INSEP 2 jours. Moi, je me rappelle, j'y suis allé le 14 et 15 février. Je ne sais plus de quelle année, mais ça fait très longtemps. Et à l'issue de ça, définitivement, tu pars au pas. Et moi, j'avais déjà prévenu mon employeur et tout. J'étais super content, tu vois, j'étais fier, j'allais à l'INSEP, quoi. Mais bon, voilà. Dingue. Ça a purgé un peu ma frustration de sportif passionné. Et donc, je reprends ton parcours, Melvin. Donc là, je sais pas si on peut dire structure, mais là, en tout cas, tu rentres dans le cadre fédéral avec vraiment l'objectif de te faire exploser, de te faire progresser. Est-ce que les Jeux Olympiques sont dans le scope à ce moment-là? Je ne parle pas de ceux de Los Angeles, mais je parle, il y a Tokyo, où tu vas être remplaçant, c'est ça, je crois. Oui, ensuite, Paris, tu vas faire partie de l'équipe qui prépare le projet. Est-ce que là, il y a déjà des Jeux Olympiques? On t'en parle ou pas du tout? Déjà, pour revenir, tu m'as parlé du bataillon de Joinville. Ouais. Tu sais que ça existe toujours? Moi, je suis au bataillon de Joinville. Ça existe toujours? Ouais, ça existe toujours. Je suis à l'armée. Mais en tant que professionnel. Je suis à l'armée des champions. C'est ça. Et du coup, on est plein d'athlètes. Ça nous permet de vivre, parce qu'en tant que sportif de haut niveau, déjà, ça peut être compliqué. Et ça existe toujours, du coup. Ça. Et pour revenir à ton autre... je pensais que ça avait été arrêté, tu vois. Ouais, non, ça existe, ouais. C'est une autre forme, mais ça existe toujours. En tant que sportif, le bataillon, moi, ça m'a toujours fait rêver. Ouais. Non, mais c'est vrai, ça m'a toujours fait... Quand tu accèdes à ça... tu sais que tu fais partie, tu fais partie du sport, quoi. Ouais, ça a vraiment et on te fait confiance, et tu as des compétences, et voilà. Ouais, c'est top. Et du coup, pour ton autre question, oui, quand je rentre à l'INSEP, surtout que ma première année à l'INSEP, elle se passe vraiment bien. Ma deuxième année de junior. Tu te sens bien? Ouais, je passe à m'entraîner en bi-quotidien et en étant plus précis. Donc ça veut dire, Melvin, qu'il y a une progression dans tes temps, parce qu'aujourd'hui, comment tu mesures ta progression en piste? Ouais, c'est facile. C'est un millième, je veux dire, c'est le chrono. Donc là, tu vois qu'il t'améliores tous tes temps. Comment ça se passe? Nous, c'est facile. Ouais, les temps, ils s'améliorent. Je prends du muscle et de la masse, et mon corps se développe un peu plus. À la fin de cette année-là, il y a les championnats juniors. En junior, quand t'es junior, c'est hyper important, les championnats l'été, parce que c'est des belles expériences, des beaux voyages aussi. Et je finis triple champion de France, champion d'Europe.
cette Oui, année-là. donc là, il y a une vraie progression. Ouais, il y a une vraie progression et à ce moment-là, on commence à parler des Jeux de Paris déjà. Ça parle des Jeux de Paris et on est identifié comme la génération Oui, des... qui va être mûr, C'est ça, mature des Jeux pour de Paris. Donc dès ce moment-là, on nous parle vraiment que de ça souvent, souvent, souvent. Et C'est nous, pas trop dur en termes de pression, justement? non, non, je sais pas si c'est pour tout le monde le cas, mais enfin moi Toi, là, ça n'a pas eu d'impact. ouais, non, moi là, franchement, je suis pas quelqu'un qui met beaucoup, beaucoup de pression. Et du coup, non, moi je vois ça comme un objectif mais j'y pense même pas tous les jours plus que ça. Juste, je me dis, oh, c'est cool, j'aimerais bien y être et vivre cette expérience-là. Donc Et là, c'est on te encore parle loin, de en fait. Paris. Ouais, voilà. Tu dis c'est encore loin, mais on te parle de Paris alors qu'on est avant Tokyo déjà. Bah ouais, on est en 2015. Ouais, donc c'est oui, Ouais, c'est ouais, ouais. du coup, c'est hyper long, c'est hyper loin. Mais je me souviens plus parce que euh, ouais, je me souviens plus à quel moment exactement on sait pour les Jeux de Paris 2024 et tout. Mais bref, à ce moment-là, on nous en parle. Mais ça n'a Et pas d'impact sur toi. non, Toi, non, tu non, continues non. ta Oui, oui, progression. oui. Ouais. Je continue et je continue à l'INSEP toujours. Les années passent. Je sors des juniors en ayant vraiment pour un junior vraiment un bon niveau, même en ayant un niveau d'espoir déjà. Et en sortant des juniors avec en étant l'un des juniors les plus prometteurs de ma génération et ça j'en suis conscient à cette époque-là et j'ai envie d'aller plus loin et de viser plus haut. Ça se passe pas vraiment hyper bien après tout ça parce que mes blessures que je connaissais elles Tu les traînes un reviennent, peu, ouais, il ouais. y en a d'autres qui s'ajoutent. J'ai une pubalgie. Pour un cycliste, ça n'existe pas. C'est des blessures de footballeur, ça. Ah, ça revient à la passion, c'est la passion, ça. Ouais. Donc, heureusement, j'ai choisi le vélo, pas le foot. Parce que je pense que mon corps, il aurait jamais tenu, je pense. Et, euh, et la pubalgie, c'est une inflammation qui est dure à soigner. Je vois pendant des années et des années plein de spécialistes, plein de personnes qui ont l'habitude de travailler avec du coup des équipes de foot et faire plein de trucs, plein de protocoles. Il y a rien qui fonctionne. Du coup, de 2015 quand je sors des juniors à 2019 à peu près. C'est vraiment en dents de scie, je fais des perfs, je fais des bonnes perfs, il y a des moments où C'est pas je régulier, m'entraîne tu veux dire. Ouais. où je m'entraîne pas pendant longtemps parce que j'ai trop mal et que je suis Donc blessé forcément, et c'est très très chiant et il y a mon kiné du coup que je connais depuis mes premières sélections juniors qui s'appelle Franck qui me suit et qui là lui aussi il en a marre en fait, il en a marre, il se pose, il me fait un protocole mais un protocole franchement c'était de la torture le truc et moi je suis très réceptif. ouais, je suis très réceptif et surtout moi qu'on me donne, je suis pas hyper chiant comme athlète, qu'on me dit ouais tu fais ça, moi je le fais Ouais, je suis. et surtout lui j'avais confiance en lui et des fois je faisais des trucs quand on me voit on me dit mais c'est des trucs de cirque ou des trucs trop bizarres et mais moi je le fais parce que j'ai confiance Ouais. en la personne et je le fais vraiment à l'alerte, ça me prend à la lettre, ça me prend énormément de temps parce que je dois le faire avant l'entraînement, des fois après l'entraînement, sur mes jours de Ouais, donc repos. t'es investi en fait. Ouais, je suis vraiment investi Tu parce crois, que ouais. moi aussi T'as envie, ouais. ouais, j'ai envie. Et ce protocole-là, il fonctionne. J'ai plus de douleur et Ouais, donc la confiance aussi, ouais, c'est forcément. ça. Et je dis trop bien. On est en 2019. En 2019, du coup, à un an des Jeux de Tokyo, Tokyo. j'ai plus de douleur et je peux m'entraîner bien comme il faut. Et en 2019, je reprends l'entraînement en début d'année, fin d'hiver, et je me sens hyper bien. Je fais des perfs, franchement, de Ouais, fou ça et revient en tout. fait. Tu Ouais, sens que ça revient. C'est ouais, je bon, me ça, sens ces hyper bien. Je suis sensations-là. trop content. En plus, à un an des Jeux, mais c'est un an des Jeux, mais je pense pas aux Jeux parce que, enfin, pour moi, Ouais, je t'étais blessé. viens de Ouais. revenir, je suis blessé. Il y a encore des élites qui sont là et qui sont en place, qui font des championnats depuis quelques années. Donc, j'y pense pas trop. Et l'année passe, je perf de plus en plus, on m'aligne sur de plus en plus de compètes, je fais des records, je fais des perfs qui sont vraiment intéressantes. Et on arrive en 2020, je suis sélectionné pour les Jeux en tant que titulaire
pour les Jeux de Tokyo Ça, là, 2020. ouais. Et là, pas de pression toujours. Et si là, je me dis mais attends, là c'est dingue un peu ce qui se passe. Il y a un an, j'étais quasiment même pas sur le vélo, je galérais, et là on me dit que je suis sélectionné pour les Jeux. Et je suis hyper content, hyper enthousiaste à l'idée de me préparer, parce que on a lancé la sélection, c'est en mars-avril 2020, et il y a encore un peu de temps avant les Jeux. Oui, mais pas non plus. Ouais, pas énormément, ouais. Pas énormément, mais ça laisse quand même le temps de faire des choses et de bien se préparer. De toute façon, j'étais prêt à ce moment-là. T'es prêt déjà. Ouais, tu peux fignoler, on va dire. Mais tu peux pas refaire une prépa. Non, c'est trop court. Et l'année passe, Covid. Covid, les Jeux sont reportés d'un an. Ils sont reportés d'un an. Au début, on sait pas trop. Du coup, moi, quand je rentre, on est confiné et qu'il faut s'entraîner. Moi, je continue à m'entraîner et tout, comme un ouf. Ouais, t'es motivé. Ouais, motivé. Après, dès qu'ils disent... Parce que c'est vrai que c'était le brouillard total. Et on savait pas les Jeux. Ils étaient repoussés, mais quand, comment ça allait se passer. Après, ils disent repousser d'un an. Après, quand ils ont dit repousser d'un an, ça je continue à m'entraîner. Tu peux plus maintenir. Donc, tu peux pas maintenir ton niveau d'un an. C'était différent. Et du coup, le confinement est terminé, on retourne à Saint-Quentin, au pôle olympique. Parce que oui, j'ai changé entre-temps, parce que l'INSEP a fermé. Et de toute façon, aussi, tous les jeunes qui étaient à l'INSEP, on est tous devenus avec le niveau suffisant pour être au pôle olympique. Du coup, il n'y avait plus de jeunes à l'INSEP. Et en septembre 2017, on a tous basculé à Saint-Quentin. Du coup, tu fais 3 ans à l'INSEP. Et du coup, là, on retourne à Saint-Quentin après le confinement. Et forcément, il faut refaire une sélection. Ah oui, donc tout repart en fait. Ouais, tout repart. Donc tu passes de titulaire, tu vas faire les JO, le Covid, tu retournes à Saint-Quentin parce que le Covid, on a connu des confinements stricts au début, après un peu moins stricts avec des couvre-feux en fin d'année, mais tu pouvais aller t'entraîner. C'est ça. Et là, on te dit, en fait, ta place, elle est remise en jeu en fait quelque part. Alors ça me fait penser, est-ce que c'est pas la même histoire que Quentin Lafargue, qui lui aussi devait être sélectionné puis n'a pas été sélectionné. Il n'y a pas de ça pour Tokyo. Il a fait Tokyo ou pas Non, Quentin n'était pas à Tokyo, mais Quentin de base. Il me semble que maintenant que tu m'en parles, ça revient. Quand la sélection est sortie pour Tokyo, j'étais titulaire et la place de remplaçant. Mais déjà de base, quand je suis sélectionné moi à Tokyo, c'est pour ça que je te dis qu'un an avant, je ne peux jamais imaginer, parce qu'il y avait Quentin. Quentin, franchement, il était monstrueux c'était le poste du finisseur. Et Quentin, ça faisait des années qu'il était monstrueux et qu'il faisait qu'il était vraiment là, quoi. Et quand on m'annonce ma sélection, c'est un peu une surprise. Et pour Quentin, c'était pour le poste de remplaçant. Ils étaient plusieurs à pouvoir avoir ce poste-là de remplaçant, et dont il y avait Quentin. Et quand ça a été reporté, je ne me rappelle plus trop, mais quand ça a été reporté... En tout cas, on reporte, et à quel moment on t'annonce que finalement, tu n'es plus titulaire? Quand on revient à Saint-Quentin, c'est en fin d'année 2020, on nous dit qu'il faudra refaire des tests et tout ça. Donc là, on repart au boulot, et moi, je me dis, faut que je bosse de ouf, et que je m'entraîne de ouf. Et du coup, je bosse, et je progresse encore, et ça se passe bien. Et je me blesse au genou. Je me fais une fissure au tendon quadricipital au genou, et c'est une blessure que je peux un peu qui aurait pu être évitée, parce que c'est une blessure un peu de fatigue, où je bossais beaucoup, je faisais vraiment beaucoup d'entraînement. Je sais pas si on peut dire surentraînement, mais en tout cas, c'est ton corps qui t'a envoyé le signal en disant et je me suis pas écouté, parce qu'en fait, je m'en souviens très bien, et j'ai vraiment le déroulé. Tu l'as senti arriver. Ouais, c'est ça, ça faisait quelques semaines où j'avais mal au genou, et moi, dans ma tête, c'était là, il reste encore quelques entraînements avant de finir la prépa, donc je continue à pousser, à soulever lourd en muscu et tout ça. On va en parler après de la muscu. Jusqu'au jour où j'arrive en muscu, je peux plus soulever mon poids du corps. Et là, je me dis, il y a un truc. Là, je me dis, voilà, c'est chaud. Et je commence, du coup, je vais voir les kinés, les docs et tout ça, et on fait les analyses, fissure du tendon quadricipital. Donc là, c'est quoi? C'est arrêt total? Et au début, on essaye de bricoler un peu, de bricoler des trucs et tout. Et du coup, je fais un peu de vélo, un peu de réduc, et on essaie de bricoler, mais ça va pas du tout.
Et à ce moment-là, moi, je prends la décision de dire bah non, on arrête, on arrête tout. Je pars, à Bayonne, du coup, chez mon kiné Franck, parce que lui, son cabinet il est là-bas. Je pars tout seul là-bas, je me prends un Airbnb et tout ça, et il s'occupe de moi pendant un mois. Non, là, c'était 2 ou 3 semaines. C'était 2 ou 3 semaines. Qui s'occupe de ton genou. Et il s'occupe de mon genou à son cabinet matin et après-midi, 2 fois par jour, tous les jours. Comme les entraînements, Ouais, en c'est fait, ça. tu te consacres à ta rééducation. En fait, et parce que c'était le seul truc d'avoir une réduc un peu accélérée qui puisse me permettre d'avoir un impact. Ouais, d'avoir un impact. Du coup, je reviens à un niveau. Je reviens à un bon niveau, mais forcément pas suffisant pour Ça espérer, serait effectivement, si tu pouvais ne pas t'entraîner regagner ma place. 3-4 semaines en étant blessé et avoir le même niveau, c'est sûr. Ouais, c'est ça. Et du coup, j'ai la place de remplaçant parce que mon niveau, il est quand même En dessous. ouais, il est quand même en dessous du titulaire qu'ils ont choisi, mais qui reste un bon niveau. Et surtout, je reste la génération Paris, et du coup de connaître une expérience olympique avant Paris, ça peut être judicieux à ce moment-là. Donc j'arrive à Tokyo, et à Tokyo je m'entraîne avec les autres en prépa. Pas de frustration. Et non, à ce moment-là, pas de, un peu l'envie de courir forcément. Et quand on voit le parcours, et c'est un peu frustrant, mais je me dis bon, c'est comme ça. Et je prends cette expérience. Ouais, c'est ça. Je suis vite passé à autre chose et je faisais les entraînements. En même temps, je faisais je continuais ma réduc parce que j'avais toujours mal. Et que si jamais l'équipe avait besoin, il fallait que je rentre et que j'assure mon poste. Du coup, je m'entraînais beaucoup aussi à ce moment-là. Tokyo passe. Et Tokyo passe, et on est en septembre, mais j'ai toujours ma blessure, moi, là, sur les imageries, j'ai toujours ma fissure, et j'ai toujours tout ça. Donc je fais les PRP. C'est quoi les PRP ? Les PRP, ils prennent ton sang, qui centrifuge pour séparer les globules et les plaquettes, pour le réinjecter dans le genou. Ça fait hyper pour accélérer mal. Ouais, c'est ça. Ça fait hyper mal. Ça fait hyper mal parce que c'est direct dans le tendon et tout, et le sang, il est épais quand même. Du coup, tu sens il y a pas d'anesthésie, et du coup, ça fait vraiment hyper mal. Et à ce moment-là, je le fais. Et après les PRP, il y a t'as des béquilles pendant quelques jours, et puis c'est 2 semaines de repos total, et ensuite rééducation. Donc là, pareil, je fais tout ça, je fais bien. Là, je prends bien le temps. Ouais, t'écoutes, c'est ce que tu disais tout à l'heure. T'écoutes, on te dit de faire ça, donc tu suis pour. C'est ça. Et après la rééducation, retour à Bayonne là pendant un mois, plus d'un mois, je crois. Et là, on prend la rééducation, on prend le temps, on fait tout bien, et ça se passe bien, ça évolue. Au début, ça évolue pas vite forcément, mais après, ça évolue d'un coup, et ça va. Donc tu retrouves confiance. Ouais, c'est ça. Et après, c'est le moment de préparer la saison, parce qu'elle est en 2021. Du coup, la saison de 2022. Et là, on te parle de Paris ou pas ? Pas encore ? Et si, oui, là, on parle de Paris. Il y a l'arrivée de Greg Boger comme entraîneur. Ouais. Et on est en 2022. Et oui, ici, là, on parle. Ça t'a fait bizarre qu'il soit entraîneur ? Parce que tu l'as identifié comme un idole, tu disais tout à l'heure. Moi, je me suis identifié à lui, et là, de l'avoir comme entraîneur. Ouais, c'était différent. Après, moi, je le côtoyais déjà depuis un petit moment, vu que j'étais dans l'équipe, et lui aussi. Parce qu'en 2020, lui, quand je suis sélectionné en tant que titulaire, lui aussi est titulaire normalement. Après le report de 1 an, pour lui, c'était un peu trop long, et il pouvait pas, il avait plus l'envie de faire ça. Du coup, je le connaissais déjà, et on était assez proches. Mais j'avais toujours, même encore aujourd'hui, moi j'ai toujours ce respect vis-à-vis de lui, et ça s'est bien passé en tant qu'entraîneur. J'ai bien aimé, moi, l'échange qu'on a eu sur ces années-là. Et on arrive, du coup, prépa hivernale. Donc là, on est l'hiver 2021-2022. Ah, c'est ça. Tu deviens champion d'Europe en 2022. Ouais, c'est ça. Et cette année-là, je rentre en Martinique en décembre-janvier 2021-2022. Ouais. Je rentre en Martinique, je n'étais pas rentré depuis 2016. Et je rentre, et je me dis, mais c'est pas possible. C'est comment j'ai pu rester aussi longtemps sans y retourner. Ça m'a fait tellement de bien. Je suis revenu préparation hivernale pour préparer la saison. Je n'ai jamais été aussi comme quoi le mental, tu vois, c'est comme quoi le mental est important. J'ai jamais été aussi en forme, alors que j'avais pas beaucoup de mois d'entraînement dans les jambes, parce que j'étais en prépa et en réduc.
Et je me sens hyper bien. La saison, les Coupes du Monde, elles commencent. Je me sens vraiment bien. Je fais des belles perfs. Donc là, forcément, oui, on pense de plus en plus On à... commence à t'en parler. Ouais, de plus en plus à Alors, Paris. j'imagine quand tu as été champion d'Europe, alors Ouais. là, ça y est. Cette année-là, elle était vraiment cool, ce championnat-là. J'ai fini avec 3 médailles aux Europes, 1 médaille au championnat du monde, des médailles en Coupe du Monde. Oui, donc tu étais en place. Quoi. Ouais, T'étais là. j'étais T'étais dans le paysage vraiment Ouais, de la c'est piste ça, donc c'était française et internationale. Ouais, c'est clair, donc c'était vraiment bien. Et moi, j'avais hâte. C'était ma meilleure année, mon année la plus accomplie où il n'y avait pas de dents de Ouais, scie. pas de J'ai fait blessure, une saison complète, même si au milieu j'ai eu le Covid juste avant le championnat d'Europe. Ouais, mais il n'y a pas eu de Mais blessure non, qui t'aurait non, ça freiné va. ou handicapé. Ouais, ça va. Et les années précédentes aussi, j'avais eu des titres et des médailles en Coupe du Monde ou des titres au championnat d'Europe Espoir, des médailles au championnat de France, tout ça. Donc j'ai toujours eu des années où j'ai eu des médailles par-ci par-là, mais il n'y avait jamais eu une année accomplie comme celle-là. Et l'année 2022, C'était la meilleure année pour toi. Ouais, c'était ma meilleure année. Oui, ouais, c'était ma meilleure année. J'ai Alors, il vraiment s'est passé kiffé, quoi Il s'est passé quoi après pour que tu fasses pas pareil? Et après 2022, je me dis, ouais, cette année est incroyable, je veux revivre moi des années Comme ça. des Bah, années c'est comme logique, ça, ouais. et c'est trop bien. Là, je pars, là, c'est les vacances, faut couper et tout. Mais quand je reviens et tout. Donc, je me t'étais remets- hyper motivé. Ouais, j'étais hyper motivé. Quand je reviens, je me dis, ça va aller tout droit, tout seul et tout. Non, là, c'était cette année-là, elle m'a tellement coûté en termes d'implication. Donc, tu l'as et- payé. Ce que tu veux et dire, c'est que. d'énergie. Ouais. Ouais. Ce que tu veux dire, pour toi, c'était comme un état de flow où tout était nickel, tout se passait bien, pas de blessure. Mais inconsciemment, ça a généré de la fatigue Ouais. physique, mentale chez toi que tu as quelque part payé l'année d'après. Ouais, c'est ça, j'avais du mal, l'hiver, je le sentais déjà, j'avais du mal à repartir, je dormais mal. Fatigué. Ouais, fatigué, mon poids, c'était pas ça, et ouais, c'était vraiment dur, c'était dur, et 2023, rechute, je me reblesse. La même blessure, une rechute de C'est la dur même pour un blessure. champion comme ça, j'imagine, de Ah connaître le top du top, alors que tu fais les mêmes choses, et l'année d'après, Ouais, de redescendre. C'était pas évident. 2023, je refais une médaille européenne. Et c'était en début de saison. Et j'avais déjà, je chantais déjà avec mon genou, c'était bizarre. Ensuite, il y avait la campagne des Coupes du Monde qui commençait. Et j'aurais dit, ouais, non, là, ça va, on est encore en mars-avril 2023. Les jeux, c'est dans 1 an et demi. Je préfère stopper maintenant et refaire. Là, dans ma tête, c'était facile parce que j'avais déjà fait, j'avais déjà connu. Donc, je me dis, bah, c'est pas grave. Je refais exactement la même chose. Je refais la résu, je refais tout pareil. Je prends le temps et c'est bon, ouais. Et je vais revenir. Et du coup, ça se passe bien. Et je reviens à un bon niveau. Un bon niveau et le niveau escompté pour être dans l'équipe des titulaires, en tout cas pour être dans la discussion de qui va faire les jeux. L'année 2024, elle est particulière parce que il y a beaucoup de choses qui se passent au sein de notre. J'allais pas en parler, mais c'est vrai que la piste à ce moment-là, de notre collectif, c'est compliqué. Ouais. Ouais, et sans trop rentrer dans la vie, hein, ouais, ça arrive, c'est comme ça. Mais oui. c'est vrai que c'est pas les années qu'on a pu connaître, probablement qu'on connaîtra aussi. Ouais. Mais c'est vrai que là, on sent qu'il y a une tension. Ouais, mais je pense le fait de l'enjeu, que ce soit Paris, que ça fasse des années que nous, on nous parle de ça, et sans rentrer dans les détails, ouais, ça s'est pas bien passé, je pense, pour beaucoup Ouais. d'entre nous. Mais longtemps, les résultats qu'on a vus à Paris, c'est au final pas une hyper surprise. Ouais, c'est la conséquence, en fait. C'était prévisible, en vrai, c'était ouais. prévisible. Et ça s'est pas très bien passé, du coup, encore remplaçant à Paris. Mais à la différence de Tokyo, là, c'était une frustration, une vraie frustration. Et... Alors, je me permets de continuer sur ça, mais est-ce que c'est une frustration personnelle où tu avais des explications, tu savais pourquoi tu étais frustré, mais tu pouvais mettre des réponses en face des questions, ou est-ce que c'était une frustration parce que justement tu n'avais pas de réponse au fait de ne pas être dans l'équipe?
Tu vois ce que je veux dire? C'est ouais, deux j'avais- frustrations différentes. À ce moment-là, j'avais des réponses, des demi, c'était c'était un peu mitigé et franchement, j'avais pas envie de Ah, ouais. creuser. Et je suis quelqu'un qui, je passe très très rapidement à autre chose. Ouais, t'es passé à autre chose. Ouais, je suis passé à autre chose. J'étais même pas encore les jeux n'avaient pas commencé que j'étais déjà sur l'après en fait. Non, mais J'étais c'est bien, c'est mieux si c'est comme ça. et que de pas me prendre la tête avec ça. Et oui, je voulais me préparer pour les championnats du monde qui étaient juste après les jeux, que je savais déjà que ça allait être mes derniers en sprint. Parce que j'avais cette idée d'endurance dans ma tête. Alors, depuis je un voulais en moment. parler après du sprint, justement. Melvin, sa spécialité, c'est le sprint. Donc, c'est 1 kilomètre. Ouais, ça, Un c'est kilomètre. ouais, c'est le kilo. Après, il y a d'autres disciplines dans le sprint. Mais ouais, moi, j'étais spécialisé sur le kilo. vers la Voilà. fin. Et tu fais combien de temps en kilomètre? Mon record, c'est 59 secondes. Voilà. Donc, c'est plus de 60 à l'heure. Enfin, en moyenne, parce qu'il y a le départ. Mais donc, ça veut dire vitesse de pointe, c'est combien? 75? C'est départ arrêté. Je suis pas sûr. Je sais pas si on peut le mesurer, ça, sur la Je piste. suis pas sûr qu'on prenne les. Je sais pas. Je pense que peut-être que si. Je suis pas certain. Mais Ça fait quoi de rouler à plus de 70 sur un vélo? Ouais, c'est Sur kiffant. une piste, en plus, Ouais, dans les virages, tu dois sentir la pression dans les virages. On se sent un peu écrasé, mais c'est kiffant. C'est une sensation de. Je sais pas, je peux pas te dire. J'ai jamais roulé à 70 dans un virage. C'est vraiment kiffant. Ouais, ça doit être génial. Ouais, on est dans un tunnel et la sensation, l'adrénaline qu'on a, elle est dingue. On l'a encore plus quand à l'entraînement, des fois on fait des efforts derrière moto. Oui, donc ça va plus vite. Et ça va plus vite et et en plus là on force. T'es écrasé. On force un peu moins parce qu'on est dans l'aspect de la L'aspiration. moto. Et cette sensation, elle est dingue en vrai. Avant qu'on aille sur la prépa de Los Angeles 2028, j'aimerais qu'on parle de l'évolution de la piste. Et surtout la musculation. J'en avais discuté avec Quentin Lafargue quand j'avais fait un épisode avec lui sur Ultra Talk, qui m'expliquait que la différence entre maintenant et avant, c'est que les champions utilisent la muscu dans le sport, alors qu'avant, c'était un complément pour être en forme. Mais voilà, maintenant, ils utilisent vraiment la force développée et la puissance développée à la musculation dans le sport. Moi, j'ai été... L'année passée, tu sais, il y avait les UCI Champions Tracks, tu sais, où il y avait différentes épreuves qui étaient diffusées en live. Il y avait Saint-Quentin, il y avait Majorque. Oui. Le PCL, oui. Voilà, c'est ça. Ouais. Voilà, c'est ça. La Et Champions en League. fait, j'ai été invité par Eurosport et j'étais mais vraiment au centre de la piste. Et là, j'ai vu les plateaux. Tu vois, j'ai vu les plateaux et je pense à ce champion hollandais, donc je te laisserai donner le nom parce qu'il est difficilement prononçable. Ouais, c'est la Vrezen, Harry Lavrezen. C'est 60 son plateau, 60. Ouais, ça dépend. Ouais, on met souvent des gros plateaux à l'avant. C'est énorme. Mais à l'arrière, en vrai, les pignons, ils sont pas si énormes. En compétition, en tout cas, à l'arrière, les pignons, ils sont pas si énormes que ça. On peut mettre du 60, mais à l'arrière, ça peut être un 13 ou un moins 12 et c'est pas. Ouais, mais bon, ça, quand même, ça quoi. reste pas si gros Donc que ça. moi, j'ai été impressionné par ça, la taille des plateaux. Alors ensuite, le physique. Bah là, c'est des. Ouais. Enfin, vous êtes des bodybuilders, les mecs. Enfin, le physique, c'est impressionnant. Et j'avais été impressionné par 2 coureurs. Donc, Larry, Harry, voilà, Lavrezen. voilà, qui gagne tout, en fait. Hein. C'est une razzia totale. Ouais, lui, Et puis, par ce coureur, et je crois qu'il y avait une polémique parce qu'il était anglais, puis néo-zélandais. Ah, c'est Richardson, je pense. Ouais, il était coureur, oui. australien et maintenant il est anglais. C'est ça. Il est radié. Enfin, je crois que. Ouais, en plus, lui, c'est impressionnant parce qu'il est tout petit. Il est tout petit, Ouais, mais il par est contre, tout il a petit. une niaque. Ouais. Ah, sur le vélo, tu le vois tourner et ton regard, il se met direct sur lui, quoi. Il a un style qui attire le regard. Ouais, maintenant là, c'est les deux un peu tête de série sur toutes les Ouais, ils sont sur très toutes forts. les compétitions. La vraie, pendant longtemps, il avait pas trop d'égal à part Jeffrey Hoogland, son compatriote aussi exact. hollandais Et à ça lui. va vite, hein. Oh là là. Et mais maintenant, il y a aussi Richardson et il se tire la bourse sur toutes les compétitions et ça fait des beaux matchs. Ah bah c'est génial à suivre. Ouais, c'est beau, C'est beau. génial, c'est impressionnant, ça va vite, ils font des tours de piste. T'as l'impression ça va très très vite, quoi. Et ça m'amène à te poser la question, parce que tu sais, en vélo, généralement, alors nous sur route, on parle de FTP, de machin, de trucs, mais la puissance développée aujourd'hui, tu développes. Tu vois, tu parlais de Cavendish. Bon, bah aujourd'hui, les stats, tout le monde peut rapidement savoir un sprinter combien il a développé de watts. Je pense notamment à Milan, de la Lidl Trek.
qui a un style très particulier, mais qui développe beaucoup de watts. Toi, est-ce que c'est un indicateur pour vous, les sprinters, les watts développés ou pas forcément? Ouais, c'est un indicateur. On a les watts max. Les watts max, c'est un bon indicateur à savoir, mais au final, le plus important, ça reste les watts que tu vas faire sur un certain temps donné, parce qu'on peut faire... 10 secondes, c'est ça? Je fais des tests sur 10 secondes. Ça dépend, il y a 10, 15, même 30 et tout ça. Parce qu'on peut avoir des watts max de dingue, mais c'est sur une seconde. Une seconde, exact. Mais les sprints, ils durent pas une seconde. Ouais. Donc si sur une seconde, t'es hyper fort, ou une seconde ou 2 secondes, mais que sur 20, tu t'écrases. Tu t'écrases vite, ça sert pas à grand chose. Donc l'important, c'est d'avoir un plateau, mais tout en ayant quand même des watts max très... C'est quoi ton plateau et watts max? Fais-nous rêver. En watts max, moi j'étais à 2300. 2300. J'étais à 2300. Il y en a qui avaient, je pense qu'il y en a qui sont à plus à l'époque, même à l'époque, il y en a qui étaient à plus. Mais la particularité que j'avais, c'est que j'étais un sprinter long et que je pouvais garder mes watts longtemps. Que les autres. D'où le kilo sur une minute, je pouvais tenir 1000 watts par exemple. 1000 watts sur une minute. Et du coup, ça fait que moi, mon profil à là, moi, je pense à beaucoup d'auditrices et d'auditeurs qui s'entraînent. Je pense à Loïc aussi, le coach qui nous accompagne sur la capsule une fois par mois de coaching. On parle d'FTP, on parle de watts et 1000 watts sur une minute. Mais quand on est sprinter, c'est ce qu'il faut. Ouais, c'est ce qu'il faut. Mais par exemple, si on prend à ce moment-là notre seuil ou les watts qu'on peut faire sur 2 ou 3 heures, c'est ridicule comparé à aller au pro. Je vois ce que tu veux dire. Au pro sur route, nous, on est vraiment spécialisé sur vraiment un sprint. Tu pourrais pas monter l'Alpe d'Huez à 1000 watts. Voilà. En vrai, ça va vite, ça se termine très, très, très rapidement. Même à ce moment-là, faire un sprint, une arrivée massive sur une course sur route, on voit pas. Déjà, on n'arrive même pas à l'arrivée en fait. Ouais. Et on voit pas. On peut pas comparer. Ouais, on voit pas. C'est du cyclisme, mais c'est des sports qui sont. Après, si on lâche, ça n'a jamais été fait, et je trouve ça hyper intéressant que ce soit fait, mais de prendre des sprinters sur route avec des sprinters, des pistards. Ouais. Et une ligne droite et de voir. Ce que je veux dire. Tu les mets sur un aérodrome. Ouais, c'est ça. Et de ligne droite et de voir qui gagne. Qui gagne, ça serait. Je pense, c'est hyper intéressant. C'est étonnant que Red Bull n'ait pas fait ça avec toi. C'est hyper marrant à voir. Ouais, ça serait intéressant. Effectivement. Comment on fait aujourd'hui, Melvin, pour s'entraîner? Enfin, je parle de la muscu. Ouais. Comment on se prépare pour aller chercher un 2300 watts, un 1000 watts sur une minute? Aujourd'hui, on voit que vous êtes vous êtes des athlètes. C'est impressionnant physiquement de vous voir. Moi, j'ai eu la chance d'être au plus près des champions à Saint-Quentin et franchement, c'est impressionnant. C'est combien de séances de muscu par semaine? Et moi, j'avais un profil un peu particulier, parce que je faisais pas beaucoup de muscu, d'où mes pathologies et toutes mes blessures que j'ai eues. C'était oui, tu peux pas aller chercher ton genou. Bah oui. Du coup, j'en faisais un peu moins, et quand je suis rentré à l'INSEP, moi je savais pas qu'il y avait autant de muscu à faire. Moi je voulais faire du vélo et... Ah, déjà que tu voulais faire du foot, on part mieux sur du vélo, si en plus je fais de la muscu là. Et ouais, moi je savais pas, j'étais pas hyper fan du concept de la muscu, de pousser des poids, d'être là et tout. Je me suis dit mais c'est quoi ça et tout. Je vois pas le rapport. Ouais. Et après tu comprends très vite qu'il t'en a besoin pour développer ton muscle et d'aller chercher des niveaux de force que tu peux pas forcément aller les chercher sur piste. Et en général la muscu, il y a 2 ou 3 séances par semaine. C'est 2 ou 3 séances par semaine. Ouais, non, c'est pas. Après, ça peut arriver 4, mais 4, c'est très rare. En général, c'est 3 de muscu, t'as 2 routes et 3 de pistes, je crois. Donc, au final, tu fais autant de pistes que de muscu. Et même, il y a des cycles en hiver où tu fais plus de muscu que de pistes. Et ça permet vraiment d'aller chercher des niveaux que tu vas pas chercher sur la piste. Et ce qui est intéressant, ensuite, c'est de les transférer sur le vélo. Parce que oui, c'est ça. On peut très vite tomber dans ce truc où je suis hyper fort en muscu. Mais il faut garder la vélocité. Je soulève des poids de fou, mais j'arrive pas à transférer ce que je fais en muscu sur le vélo. Moi, c'était l'inverse de ça. J'avais des niveaux de force que je pouvais faire sur le vélo et des niveaux de puissance sur le vélo. Que tu n'arrivais pas à retrouver en muscu. Moi, j'étais l'un des plus nuls en muscu.
À part il y a quelques trucs où j'étais bon, comme les ischios, les exercices de fessiers et tout ça, mais trucs des quadrilles, des squats, je faisais pas beaucoup de squats, la presse. Avec le genou en plus. Ouais. Moi, j'étais un des plus nuls, hein. Et c'était le contraste un peu avec la piste. Et même à la fin, j'ai fini par faire moi muscu sur le vélo. Parce que c'était plus safe pour mes tendons. Et au final, là, on savait direct que les niveaux de force que je faisais, c'était transférable directement parce que c'est du vélo. Donc, je mettais... D'ailleurs, tu me parlais de braquets. Je mettais là, pour le coup, des gros braquets. Combien c'est quoi ton braquet sur 1 km, là, par exemple, sur piste sur 1 km, mon braquet, c'était... 1 km de part, c'était 62-13 que je mettais. 62 ? Ouais, mais c'est départ arrêté du coup. Mais là, sur ça c'est pas un très gros départ arrêté, il y en a beaucoup qui tombent, qui peuvent pas démarrer. Ou alors, tu sais, la rotule, elle saute, tu vois. Ils ont le genou qui saute. En vrai, c'est beaucoup d'années. 62-13, oui, c'est beaucoup d'années. Mais même des cyclistes avec beaucoup d'années, 62-13, top départ arrêté, tu tombes. Tu sais, beaucoup n'arrivent pas à faire le premier tour de pédalier. Et du coup, pour préparer ça, moi, ma muscu sur le vélo, où il y avait des exercices où je partais d'en bas de la piste et je devais monter le plus vite possible. Et là, avec des gros braquets, du coup, je mettais des 70 à l'avant. Et à l'arrière, j'avais un 10. Ça existe un plateau de vélo. Ouais, sur la fin, ils avaient 70-10. Ouais. Et là, du coup, on débloque vraiment beaucoup de force. T'es obligé, t'as pas le choix. Et ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé. Et là, pour le coup, là, je vais pas. Là, c'est un gros braquet. Et on le sent vraiment, là, pour le coup. Et alors, en cadence, ça représente quoi quand tu pars, donc départ arrêté, t'as 70-10. Je sais pas, au bout de 30 secondes, 1 minute. Ou même 20 secondes, je sais pas si tu peux tenir, mais tu es à combien de cadence ? C'est-à-dire, est-ce que la cadence est un indicateur pour vous ? Oui, parce qu'en fonction de la cadence... Parce que tu connais, le tour de pédale, cadence, vite... Enfin, je veux dire, tu arrives à prédire un temps, presque. En fait, en fonction des types d'efforts qu'on va faire, c'est la cadence qui va nous dire on est dans quel type d'effort. Pour être en force, forcément, t'es à 110 tours minute, t'es pas en force, en fait. Et pour faire la force, je me rappelle plus exactement des cadences, mais je crois que c'était en dessous de 70, quelque chose comme ça. Donc, en fait, fallait aussi, c'est pour ça qu'on arrive sur 70-10, parce qu'il faut mettre un braquet qui nous permettent de pas réfléchir à la cadence, de pas se limiter nous-mêmes, en fait. Donc, il faut que je fasse mon effort à fond, mais que ce soit le braquet qui m'oblige à rester dans ma zone de force. Parce que si je fais le même effort et que je le fais à fond et que je mets 72, je vais plus être en force et ce sera pas l'objectif de la séance. Ça, tu le travailles avec l'entraîneur ? Ouais, on travaille avec l'entraîneur et tout ça, c'est venu... nous, je crois qu'on est l'une des premières génération, ou peut-être ceux qui étaient avant nous sur la fin, ils ont commencé à travailler un peu comme ça, avec les CRM, avec les watts, avec les data. C'est ça, avec vraiment une étude des data. C'est ça, où avant ils s'entraînaient dur. Et c'était le feeling, on va dire. C'est ça, ils s'entraînaient dur et voilà. Maintenant, nous, on a beaucoup plus de retours, beaucoup plus de data, donc c'était un peu plus précis. Et c'est aussi pour ça qu'on voit que les perfs, elles montent de tous les côtés depuis quelques années. Avec ça, plus le matériel. Ça fait que on a des perfs. Je sais pas où et quand ça va s'arrêter, mais en tout cas, pour l'instant, c'est pas parti pour. Pour se calmer. Comment est-ce qu'on prépare Los Angeles 2028 ? Là, on est en 2026, au moment où on enregistre. Donc là, tu es dans ton programme, dans ta prépa pour 2026. Donc là, je vais pas te poser la question sélection, pas sélection. C'est ton objectif. Los Angeles 2028, qu'est-ce que tu as mis en place pour atteindre ton objectif ? Et là, tout autre projet, c'est une première pour moi. J'ai arrêté le sprint. Et je fais de l'endurance. Donc maintenant, ça veut dire que tu fais évoluer ta discipline. C'est ça. Et j'ai arrêté le sprint. Moi, j'ai commencé par la route. J'étais fan de route déjà depuis petit. Et j'ai toujours eu ce truc de j'aimerais bien essayer un peu un jour, essayer de la route et voir ce que ça peut donner. Alors là, c'est pas vraiment de la route. Je vais pas monter dans une équipe pro, aller faire le tour ou faire des grandes compétitions. Je suis passé du côté endurance, donc poursuite par équipe.
Endurance sur piste, c'est combien C'est ça, de c'est 4 kilomètres km. On dit endurance, Voilà. mais c'est 4 km. Donc c'est moins de 4 minutes, moins de... Ouais, c'est ça. C'est 4 km, donc ça reste c'est pas une distance folle non plus. Et c'est par équipe, des équipes de 4. Où, Là aussi, c'est un tour de piste chacun. Non, Non, là c'est c'est différent, hein. Là c'est différent. Voilà. Là on tourne. Parce que en c'est fait, pas il y a 4 plein- tours de piste. Ouais, c'est ça. C'est 4 km et du coup, il y a plein de stratégies différentes. Surtout pour un profil comme moi. On part à 4, il faut finir à 3. Ah, il faut finir à 3. Ouais, c'est ça, il faut Ok. finir à 3. Et du coup, avec un profil comme moi qui peut accélérer une vitesse, enfin atteindre une vitesse optimale assez rapidement, mais qui forcément, je suis moins résistant que... Pour un sprinter, je suis résistant, mais je suis moins résistant que les Benjamin Thomas ou les gars qui font de la route Donc ça toute l'année. donc ça veut dire que ta place dans le relais est très importante parce que tu dois faire accélérer l'équipe. Comment est déterminée Ouais, ta c'est place ça. dans le relais? Là, on est encore un peu loin de tout ça. J'ai essayé déjà plein de positions et de stratégies différentes, mais dans toutes celles qui sont optimales, moi, mon rôle, c'est de pouvoir protéger l'équipe le plus longtemps possible. Et en les amenant à la vitesse le plus rapidement possible parce que mon gabarit à moi il reste un peu important par rapport aux autres. Ce que tu veux dire, c'est les amener à la vitesse le plus rapidement, la vitesse maximum, on va dire. Ton rôle, c'est de les amener le plus vite possible à la vitesse maximum pour ensuite, avec le collectif, tenir cette vitesse et enchaîner les tours. C'est ça. Moi, on sait pas encore. On essaye plein. Moi, ça fait un peu plus d'1 an que j'ai commencé à rouler sur route et à préparer ce projet-là. Donc ça veut dire que quand tu bascules sur l'endurance, Melvin, tes entraînements sont plus orientés route? Oui. Je m'entraîne beaucoup plus sur route. Je m'entraîne beaucoup plus sur route. Sur piste, j'y vais de temps en temps. Ouais, t'as les acquis en plus. Ouais, c'est ça. Et j'ai moins ce besoin d'avoir ce coup de pédalage parce que j'ai fait tellement d'années de piste que ça revient vite. Mais je fais des stages souvent parce qu'il faut maîtriser aussi ce truc-là et c'est très spécifique et c'est très différent de ce que je faisais avant. Donc je m'entraîne beaucoup sur route. Je fais des stages avec l'équipe à Saint-Quentin. Et on essaye du coup des choses. Pour l'instant, je progresse. J'ai pas mal progressé ces derniers mois, ces dernières semaines. Donc on peut essayer de plus en plus de choses. Mais avant ça, on pouvait pas. En vrai, j'étais pas prêt. Je pouvais pas faire grand chose. Donc maintenant, on va pouvoir essayer et avoir la vision sur beaucoup plus de possibilités. Et moi, dans tous les cas, les 4 bandes, je vais pas les finir parce que c'est pas mon rôle et je suis pas le meilleur dans ça. Et mon profil, c'est pas le meilleur pour ça. Ni même. T'as un rôle très précis dans l'équipe et toi, c'est de le faire le mieux possible. Tourner en poursuite, tout le monde, il tourne, il passe des relais, tout le monde passe derrière, après tout le monde passe devant. Et mais moi, c'est même pas certain que je fasse ça. Parce que, en fait, quand je suis derrière eux, ils me protègent pas du tout. Leur gabarit ils sont plus fins, tu veux dire. C'est ça. Toi, t'es quand même plus leur sprinter. Gabarit, il est horrible. C'est un peu comme quand souvent j'entends les routiers qui disent quand ils sont derrière Remco, c'est horrible. Exact. Parce qu'apparemment, t'es pas protégé du tout. Je me ça. souviens d'une interview de Bardet qui disait quand il avait été échappé avec lui au Tour de France, je crois, ou je sais plus sur quelle course. En fait, quand je passais derrière lui, je sentais pas la différence. J'étais au taquet pareil. Et moi, ça me fait ça, sauf qu'à ces vitesses-là, je tiens pas longtemps. C'est comme si tu mettais la tête par-dessus, dehors la fenêtre à 120, quoi. Du coup, il y a plein de stratégies. Il y en a une où, je dois repasser les relais et des relais assez courts. Et il y en a d'autres où je reste devant le plus longtemps possible pour les préserver. Parce que eux, pour le coup, à une vitesse équivalente, derrière un gabarit comme moi, ils forcent moins parce qu'ils sont bien, ils sentent vraiment l'effet de bien protégés. Ouais. Donc, il y a plein de choses possibles. Moi, je dois continuer à bosser et à m'entraîner pour développer et pour avoir le plus de possibilités à offrir à l'équipe. Mais c'est un projet qui m'a passionné direct. Ça veut dire ça doit être passionnant, tu m'étonnes. Et ça veut dire qu'il y a des échéances où il y a des décisions qui devront être prises. Comment ça se passe? Parce que là, on est à 2 ans. On est un peu plus de 2 ans, mais 2 ans de l'annonce de la sélection probablement pour les JO de Los Angeles. C'est quoi dans ces 2 années à venir, Melvin, c'est quoi les échéances? Parce que j'imagine que tu les connais. Oui, si tu te prépares, justement, si tu te lances dans une prépa olympique,
tu connais certaines échéances. Donc là, dans les 2 ans à venir, c'est quoi tes échéances? Déjà là, dans un mois, je dois valider certains. Une évaluation à faire et je dois valider certaines stratégies pour pouvoir pour continuer sur ce projet-là et que ce soit viable parce que 2 ans, ça va arriver vite. Ouais. Ensuite, après, cet hiver, je vais en avoir d'autres. Avec. Il y a les championnats du monde en octobre. Donc, moi, j'aimerais bien être dans la sélection. dans ces petits papiers-là pour les championnats du monde. Pour les tester. En octobre. Si ça marche. Ouais. Mais le fait de ne pas y être, c'est pas une fin sur ce projet-là parce qu'il reste encore du temps. Mais il y a octobre. Et ensuite, on a les championnats du monde à Sky, 1 an avant les Jeux. Où là, c'est déjà plus... Et je pense que l'équipe qui sera alignée à ce championnat-là, ce sera peut-être pas exactement celle-là, mais je pense que la majorité des gars qui vont être là, ce sera les gars qui y seront l'année suivante. Un peu le tour de répétition, quoi. Ouais, c'est ça. Et surtout à Paris, c'est toujours des championnats assez spéciaux et pour nous, donc ça va être passionnant. Il reste encore un peu de temps. J'ai changé beaucoup de choses moi dans mon quotidien. J'ai pris un nouvel entraîneur. J'ai déménagé, du coup j'habite plus en région parisienne. Donc tu t'entraînes où aujourd'hui? Et je m'entraîne dans le Vaucluse, pays du Mont Ventoux. Tu vas monter des fois? Et je monte des fois, ouais. Je monte des fois de temps en temps. Et ça change beaucoup de la région parisienne. Hein. Et tu je me voyais pas. Tu m'étonnes. Et là, contrairement à quand j'étais plus jeune, faire 4-5 heures et tout, j'aime bien. Agréable. C'est beaucoup plus agréable. Et ça, après, à 5 heures, ça commence à être long et un peu chiant, on va dire. Surtout que je roule quasiment que tout seul. Du coup, je me fais un peu des petits parcours sympas parce que j'ai la chance, je suis dans le Vaucluse, je suis un peu dans le nord Vaucluse. Du coup, moi, j'ai l'Ardèche, le Gard. Et du coup, le Vaucluse, j'ai plein de terrains de jeu différents qui sont très sympas et je m'amuse. Tu t'es challengé un peu sur le Ventoux? C'est quoi ton temps sur le Ventoux? Non, pas encore. Pas encore parce que moi, j'habite depuis 1 an là. T'as fait les 3 faces? Et pas encore, justement. Là, j'aimerais bien faire. Alors, pas forcément en même temps. J'ai fait les 3 faces. Non, pas forcément en même temps. J'ai fait les 3 faces. Tu l'as monté par différentes. Ouais, j'ai fait les 3 faces, mais avec quand même un objectif un jour de faire les 3 faces. En même temps? Ouais, en même temps. Une journée? Ouais, c'est ça. Et à chaque fois que je l'ai monté, pour l'instant, c'était. Cette année, je ne l'ai pas encore monté. Il a ouvert il y a très peu de temps. Ouais, je l'ai monté l'année dernière et j'avais déjà monté des années avant, mais j'étais encore avec mes grosses cuisses de sprinter et tout. Et je montais juste tranquille. Tu t'es affûté. Enfin, je veux dire, tu t'es affûté. Mais je veux dire, tu t'es affiné, pardon. J'ai perdu, depuis janvier 2025, j'ai perdu 13 kilos. Ouais. Donc de muscles, forcément. Ouais, de muscles, ouais. De muscles, un peu de gras aussi au passage, forcément, mais surtout de muscles parce que j'en ai plus besoin en fait. C'est vrai que dessert plus que ça moi je sert, suis quoi. certains sportifs, hommes et femmes de l'équipe de France de piste, et tu vois que la musculature, je pense notamment à Mathilde, où tu la vois au fur et à mesure des années, où elle a pris, quoi. Tu vois, tu sens que maintenant c'est son objectif de prendre de la masse pour être explosive, mais c'est vrai qu'au niveau de la morphologie, tu vois les corps qui changent aussi. Je pense à certains triathlètes que j'ai vu fondre. Et tu te dis là c'est limite dangereux et à l'opposé tu vois certains sprinteurs et sprinteuses qui vraiment se développent musculairement. Ouais, c'est ça. Sur route, le poids je pense que c'est l'ennemi du routier parce que dès que ça monte, tu le sens direct et ça t'aide pas du tout. Sur piste c'est un peu différent où tu dois faire attention à ton poids. Mais du moment que tu as un bon rapport poids-puissance, c'est bon. Et si tu prends du poids et que tu prends de la puissance, c'est pas très grave. Après, il y a pas de les pistards, ça reste des gars très musclés et très athlétiques et qui sont bien équilibrés parce que on a un bas du corps très imposant et puissant. Et un haut du corps qui est moins développé que le bas, mais qui reste assez solide forcément pour faire le lien entre les deux. Sinon ça a pas trop de sens. Mais
Mais ouais, pour moi, c'est indispensable de perdre du poids. Rien que je fais des courses sur route et j'aurais pas pu, sinon j'aurais pas pu. Hein. Ça aurait été une galère. C'est intéressant de suivre ton parcours, en tout cas, d'aller dans cet univers de la piste que l'on découvre sur Tous en Selle. Hein. Comme je te l'ai dit, c'est la première fois qu'on a au micro quelqu'un qui vient de cet univers-là de la piste. On arrive sur la fin de l'épisode. Melvin, quel message, toi, tu voudrais faire passer aux auditrices, aux auditeurs qui nous écoutent, qui pratiquent tous les cyclismes? Ce que je dirais, c'est de regarder la piste. Regarder la piste. En vrai, je dis pas ça parce que j'en fais que j'en fais depuis des années et que je suis en équipe de France. C'est vraiment, je pense, une discipline qui mérite une lumière un peu plus importante parce que c'est à regarder, c'est un spectacle. C'est un spectacle. Ouais. Ça va hyper vite. T'as pas le temps de t'ennuyer. C'est très court. Et ouais, je pense que ça pourrait plaire à un grand nombre de personnes, même pour commencer la pratique du sport. Je sais que maintenant, il y a beaucoup de personnes qui craignent un peu d'aller rouler dehors sur route parce qu'il y a les voitures, c'est assez dangereux. Sur piste, il y a pas tout ça et c'est en intérieur, du coup, t'as pas les problèmes liés à la météo aussi. Donc, donc, je pense que ça peut être un bon moyen aussi de commencer le sport. Et c'est vrai que c'est spectaculaire. Pour avoir participé à plusieurs soirées justement de piste, tu t'ennuies pas, quoi. Ça va vite, il y a du spectacle. Et je comprends ce que tu veux dire. Parfois, c'est diffusé. Hein. Je sais que le week-end dernier, il y a eu une Coupe du Monde, je crois. Une Coupe du Monde. Voilà. Et c'est diffusé et c'est très spectaculaire. C'était un plaisir d'échanger avec toi, Melvin. Merci à toi. Un grand merci pour ton temps, de nous avoir expliqué tout ça. Et puis, je te donne rendez-vous dans 2 ans et demi et tu nous parleras des JO. Ouais, j'espère. À Los Angeles. J'espère vraiment. Merci un beaucoup. grand merci à toi. Plaisir, à bientôt. Et puis, je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode du podcast Tous en Selle. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cet épisode de Tous en Selle. Merci d'avoir pris le temps de rouler avec nous, d'écouter ces histoires, d'écouter ces conseils, mais aussi ces expériences qui, je l'espère, t'auront donné envie d'aller chercher un peu plus loin, un peu plus haut et de simplement savourer ta prochaine sortie à vélo, mais aussi, pourquoi pas, de comprendre les vibrations de ta machine. Si ce podcast t'inspire, te motive, te fait sourire ou te donne simplement envie pour une nouvelle sortie à vélo, n'hésite pas à le partager sur les réseaux ou à un ami simplement avec WhatsApp, tu verras, c'est très simple, à en parler autour de toi et à laisser le fameux 5 étoiles sur les différents sites. C'est ce qui fait grandir l'aventure, c'est ce qui fait grandir le podcast et c'est ce qui nous permet de continuer à avoir d'autres invités. Tous en Selle, c'est une communauté, une énergie, une envie commune, se dépasser, s'amuser, apprendre et vivre pleinement cette passion qui nous rassemble, le vélo. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode du podcast Tous en Selle avec de nouvelles voix, de nouveaux conseils et de nouveaux récits. D'ici là, prenez soin de vous et comme toujours, toutes et tous en selle.